Et donc, pour ce prochain panel, pourquoi est-ce qu'on parle des régions et des territoires déjà? Parce qu'évidemment, les collectivités territoriales, les acteurs locaux ancrés sont les fers de lance de la transition écologique et sociale. Et lors de notre prochaine conférence, nous allons pouvoir avoir des discussions croisées entre des élus locaux et des chefs d'entreprise afin de pouvoir se poser la question justement de cette résilience des territoires et de ces coopérations territoriales qu'on peut imaginer. J'invite nos prochains invités à me rejoindre sur scène. Au micro de Sébastien Georges, coordinateur des rédactions du groupe EBRA, rédacteur en chef de l'Est républicain, du Républicain Lorrain et de Fauges Matin, ainsi que Quentin Brière, le maire de Saint-Dizier, Ali Rabet, le maire de Trappes, Luc Bélière, le fondateur d'Annabelle Group, Mathias Navarro, le cofondateur et CEO de Redman, et Laure Wagner, la fondatrice d'Un kilomètre à pied. Sébastien, le plateau est à vous. Bonne conférence. Merci, bienvenue à tous les deux. Bienvenue, merci d'être aussi nombreux pour ce rendez-vous. On va parler économie, on va parler territoire, on va parler liens entre les entreprises et les collectivités. On sait que c'est incompatible, il serait incompatible de penser qu'il n'y ait pas de relation entre les deux. Et pourtant, parfois, on sait que la communication passe pas toujours parce que on est chacun dans son chemin, chacun dans ses priorités. Et pourtant, quand on se rejoint, on est plus efficace et on arrive à faire avancer. Et pour le territoire, en termes de transition économique, transition écologique, réimplantation, d'emploi, tout en ayant toujours conscience que la France est multiple, la France n'est pas mise, tous les territoires français ne sont pas tous au même régime et que certains sont plus dynamiques que d'autres. Mais la bataille et l'envie de chacun, et on va le voir avec les élus, les entrepreneurs qui sont sur cette scène aujourd'hui, eh bien de faire avancer et de nourrir le progrès des uns et des autres pour améliorer la vie des citoyens. On va le faire avec 5 intervenants, 2 élus, 3 entrepreneurs. On va d'abord aussi évoquer cette thématique autour de 3 thèmes. Le premier sera le meilleur partage des valeurs pour renforcer une attractivité mutuelle. Le deuxième, l'aménagement du territoire et la nouvelle gestion du foncier. Vous savez qu'il y a des évolutions aussi en termes législatifs. Et puis enfin, on va se projeter sur les responsabilités croisées et notamment la question du Local Business Act avec des propositions issues du travail que mène le mouvement Notre Impact France, évidemment. Un petit tour d'horizon avec nos invités, avec à ma gauche Ali Rabet. Vous êtes maire de Trappes, vous aviez été auparavant chef de cabinet de Benoît Hamon lorsqu'il était ministre de l'économie sociale et solidaire. Vous avez été élu maire de Trappes en 2020. Je rappelle que Trappes, c'est la ville de Djabel Debbouze et de Omar Sy. Ça fait toujours, entre autres, mais Anelka aussi et bien d'autres. Pour défendre votre ville et ses habitants qui ont connu l'implantation de réseaux islamiques, des émeutes, comme dans d'autres villes et d'autres quartiers français. Vous avez été élu à 39 ans et vous n'hésitez pas à régulièrement monter au créneau pour la défendre. Vous êtes aussi dans cette commune de 30 000 habitants qui est très urbanisée. Vous avez voulu mettre en place tout un tas de nouvelles initiatives pour justement changer l'image de cette ville. Malheureusement, aujourd'hui, la ville compte encore 60% de logements sociaux, 26% de ménages qui vivent sous le seuil de pauvreté et 14% en situation de précarité énergétique. Et néanmoins, avec un plan vélo, une restauration végétale, un réseau de chaleur local, une rénovation urbaine, vous voulez faire de Trappes une ville exemplaire en alliant transition climatique et justice sociale. Notre autre élu est Quentin Brière. Quentin Brière, à 31 ans, a été élu en 2020 de la maire de Saint-Dizier. Auparavant, il était avocat spécialisé en droit des collectivités. Aujourd'hui, il se bat pour sa ville
et notamment pour en voulant en faire une ville exemplaire des villes moyennes dont les initiatives pourraient être dupliquées par ailleurs. Il se bat pour le TGV, les ZRR, et qui vise à faciliter l'implantation des professionnels de santé, et un plan vélo également. Dans une ville de 23 000 habitants, il a plein de projets qu'il a réunis sous le thème de révéler Saint-Dizier. Il a pris des initiatives, il va nous en parler, avec le Grand Paris et la ville de Aubervilliers pour favoriser l'implantation de nouveaux logements. Et il veut que Saint-Dizier soit un laboratoire des villes moyennes, je l'ai dit, pour dupliquer des choses qui marchent ailleurs. Il va nous en dévoiler les premiers résultats. Les entrepreneurs sont évidemment au cœur du sujet. Nous avons avec nous Laure Wagner, fondatrice du site 1 km à pied. Elle est passionnée par les questions de la mobilité durable et elle le partage depuis ses études. Elle a fait partie de l'aventure et du lancement de Blablacar, dont elle a été directrice de la communication pendant 11 ans. Conférencière, elle a créé en 2020 un logiciel avec un data analyst, 1 km à pied, qui est fait pour accélérer la décarbonation des trajets de domicile-travail. Elle va nous en parler. On a beaucoup aujourd'hui, on a vu l'allongement du temps du domicile-travail. Elle va nous expliquer combien des actions simples, concrètes, peuvent améliorer la vie des entreprises en prenant en compte la localisation des salariés et indirectement l'impact que cela peut avoir sur les territoires. À ses côtés, Luc Bellière, fondateur et président du groupe Annabelle Group. Il est installé du côté de Montargis. Luc Bellière est ingénieur, docteur S Sciences. Il a transformé pour fonder Annabelle Group la société familiale qui s'appelait Sofraser en un groupe d'entreprises partagées avec les salariés. Une autre formule que la SCOP pour mettre les salariés au cœur des décisions de la vie d'entreprise. Conférencier, il est très investi dans le CJD. Il a pris la main pour accompagner et fédérer les entreprises sur son territoire pour leur permettre de se développer localement en lançant une association et en fondant un pôle territorial favorisant la coopération économique circulaire et la responsabilité sociétale des entreprises. Les collectivités du secteur y sont même désormais adhérentes. Enfin, Mathias Navarro, qui est au bout de la ligne, il est président fondateur de Redman depuis 18 ans. Mathias est à la tête d'un promoteur immobilier engagé sur les questions environnementales et sociétales. Sa société favorise les constructions bas carbone. Il a entre autres réalisé les sièges du Monde et de Station F sur la région parisienne. Il est le seul promoteur à avoir obtenu la certification B Corp. C'est un label mondial attribué aux entreprises s'engageant à générer un impact sociétal et environnemental positif. Il est également administrateur du mouvement Impact France et mène depuis 1 an une étude sur les entreprises et les territoires à impact positif. Il aura l'occasion de nous en parler avec notamment quelques conclusions. On va débuter avec la première thématique. Monsieur Rabet prendra sur le meilleur partage de la valeur pour renforcer notre attractivité et notre activité des territoires. Monsieur Rabet Trappes est au cœur de l'agglomération très dynamique de Saint-Quentin en Yvelines et a sur son territoire de très grandes entreprises pourvoyeurs de milliers d'emplois. Pourtant, malgré cela, au regard de la population recrutée par ces entreprises, le taux de chômage dans votre commune est toujours très important. Qu'attendez-vous aujourd'hui des entreprises et quelles sont vos initiatives pour attirer de l'emploi correspondant aux attentes de votre population et au développement des entrepreneurs issus des quartiers de votre ville, alors que vous avez engagé aussi une transformation alliant développement et justice sociale. Merci à vous, Sébastien, pour cette introduction flatteuse, pour le travail qu'avec mon équipe nous avons engagé au sein de la ville de Trappes depuis maintenant 4 ans. Vous l'avez dit, une ville un peu singulière qui réunit 33 000 habitants, mais qui surtout concentre tous les enjeux qui se posent à la République,
à la fois une ville de talent, une ville multiculturelle qui produit des personnalités parmi les plus connues dans le monde. Omar Sy, on en parlait évidemment, et Jamel Debbouze, et puis d'autres, beaucoup d'autres qu'on connaît en France, Sophia Aram, Issa Doumbia. On a beaucoup d'artistes, notamment. La culture à Trappes a été un creuset singulier qui a permis de fabriquer des Français connus au niveau national et international. Mais c'est aussi une ville dans lesquels on retrouve des enjeux liés à la communautarisation de la population. L'extrémisme religieux y frappe évidemment singulièrement les populations et est un enjeu auquel doit répondre le maire de Trappes. Et pas tout seul, évidemment, en étant capable de réunir et de fédérer tous les acteurs du territoire. Alors les acteurs, c'est essentiellement les acteurs institutionnels avec lesquels on a l'habitude de travailler, la préfecture, l'État, la région, le département, l'agglomération. Mais c'est également les forces vives locales, les entreprises, évidemment. On est ici dans un rassemblement d'entreprises, d'entrepreneurs, du secteur de l'ESS pour l'essentiel, mais pas que. Et sur une ville comme la mienne, le taux de chômage est évidemment bien plus élevé que la moyenne nationale. Le taux de chômage des jeunes est 3 fois supérieur à la moyenne nationale et le taux de chômage des jeunes hommes en particulier est là encore plus élevé. Le niveau de diplôme également est largement inférieur à Trappes que dans les communes limitrophes. Et c'est une petite enclave de pauvreté dans un ensemble de l'ouest de l'Île-de-France, les Yvelines en particulier. On est à quelques kilomètres à vol d'oiseau de Versailles. C'est une poche de pauvreté isolée qui mérite une attention et une concentration d'action et d'énergie de tous les acteurs du territoire. Alors, avec les entreprises, on a déjà initié des choses, pour que vous évoquiez tout à l'heure le fait que c'est un bassin d'emploi dynamique. C'est le deuxième bassin d'emploi, le deuxième cœur économique d'Île-de-France après la Défense, 50 en Yvelines, pas uniquement Trappes. Nous avons sur la commune 15 000 actifs pour 18 000 emplois. Donc, théoriquement, si on prend les chiffres bruts, il ne devrait pas y avoir de chômage du tout. Pourtant, nous avons 4 000 demandeurs d'emploi inscrits. Et nous avons notamment des populations très éloignées de l'emploi, les jeunes gens singulièrement, qui ont des entraves à l'accès à l'emploi qui sont particulièrement importantes. Parmi les initiatives qu'on a pu prendre ou les actions qu'on mène avec des entreprises, il y a le fait d'inciter les entreprises du territoire qui profitent des infrastructures locales, du bassin d'emploi, des interactions avec leur écosystème, à recruter de façon prioritaire et d'ancrer territorialement leur recrutement. Alors, quand on a des entreprises comme Airbus ou Thales ou Renault, le technocentre Renault sur le territoire, à proximité immédiate, c'est pas simple de recruter des jeunes trappistes qui n'ont pas un bac+5, qui ne sont pas diplômés en cybersécurité ou dans l'aéronautique. Donc mais malgré tout, ces entreprises ont des emplois, peu qualifiés, moins qualifiés, ils doivent les cibler prioritairement sur leur territoire et ce n'est pas toujours le cas. On a cette aberration d'avoir des agents de sécurité qui viennent de Paris ou de départements du 92 qui prennent le train pour venir travailler à Trappes pendant que les trappistes eux-mêmes prennent le train pour aller travailler dans le 93. Alors, si on s'évitait ce genre d'aberrations qui ont un impact environnemental majeur également, qui crée de la souffrance aussi, parce que travailler avec 1h30 de transport aller et retour, c'est une vraie douleur pour des jeunes salariés en particulier qui ont du mal à franchir le pas. C'est le genre d'éléments qu'il faut être capable d'entraver par de l'action commune et nous proposons des conventions entre la municipalité et des entreprises du territoire pour qu'elles s'engagent à recruter local, que nous puissions les accompagner dans le sourcing et l'accompagnement des jeunes pour qu'ils soient préparés à entrer dans l'entreprise, à bien s'y sentir en ayant de l'intermédiation en cas de difficulté dans les premiers mois. Et nous travaillons également pour veiller à ce que, autour des questions d'orientation, d'élargissement du champ des possibles, pour les jeunes collégiens par exemple, qui n'imaginent pas qu'il y ait de tels débouchés sur leur territoire, les entreprises puissent entrer dans l'école, entrer dans les collèges, profiter d'une journée que nous organisons de rencontres entre les entreprises, entre les salariés des entreprises et les jeunes collégiens et lycéens qui réfléchissent à leur orientation pour qu'ils puissent élargir leur champ des possibles et permettre à un jeune qui est bon en mathématiques de s'autoriser des parcours de réussite qui l'emmèneront vers des grandes écoles, vers des classes prépa, là où, quand on a grandi dans ces territoires, c'est mon cas par exemple, on ne sait pas que tel ou tel débouchés peuvent exister localement. Je conclurai aussi rapidement en citant la difficulté des jeunes de mon territoire à trouver des stages par exemple, à trouver une entreprise qui les prendra en apprentissage. Ils subissent des discriminations nombreuses, il leur manque énormément d'outils, des soft skills notamment qu'ils ont peu développés, faute d'avoir dans leur environnement, dans leur bagage, des personnes qui les accompagnent vers la maîtrise de ces compétences qui sont attendues par les recruteurs en entretien. Donc ils sont souvent discriminés en amont de l'entretien et souvent sacrifiés dès la poignée de main quand ils arrivent pour se présenter. Ça demande beaucoup de travail avec des associations, des acteurs du territoire, les missions locales, Pôle emploi. Il y a des acteurs dans ce pays qui sont spécialisés dans le recrutement des jeunes issus des quartiers populaires, des quartiers prioritaires de la ville. Je pense à Saïd Amouche par exemple et le cabinet Mosaïque RH qui s'est considérablement développé et qui accompagne les jeunes et les entreprises en faisant en sorte que ça puisse matcher
entre demandeurs d'emploi et entreprises qui cherchent à avoir un impact social singulier, eh bien, nous, en tant que collectivité, nous prenons notre part en accueillant plus de 450 stagiaires à l'année, ce qui est immense et tout à fait anormal pour une ville de 33 000 habitants. Mais nous sommes obligés de prendre des jeunes stagiaires dans les services municipaux parce qu'ils sont souvent refusés par le monde de l'entreprise classique. Eh bien, nous incitons les entreprises à nous accompagner avec des parcours de stage où plusieurs entreprises s'accordent pour accueillir chacun une demi-journée un stagiaire et lui permettre de découvrir différents champs de métiers, différents champs d'activité et permettre à ces jeunes gens, à travers des stages dans l'entreprise, à travers également des passerelles privilégiées vers l'apprentissage dans les entreprises du territoire que nous mobilisons, dans les ascensoristes, les métiers de l'immobilier, etc. Nous cherchons à trouver des solutions pour des jeunes qui sont souvent dépourvus de réseau familial, qui n'ont pas de carnet d'adresse. Nous cherchons à compenser les défaillances que peuvent subir ces jeunes gens. Donc voilà quelques illustrations rapides. J'en cite une, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Nexity dans la salle, mais on a noué un partenariat avec Nexity, promoteur immobilier bien connu. J'en parle parce qu'on a un promoteur ici que je découvre, hein, particulièrement vertueux. Quand on est promoteur et quand on investit sur un territoire, on va toquer à la porte du maire en général, on source un foncier et on va créer, en tout cas on va capter de la valeur. La façon dont la valeur qu'on capte ruisselle sur le territoire, pour utiliser un mot maintenant largement répandu, la façon dont on va pouvoir faire travailler les PME du territoire, les artisans du territoire, la capacité à prendre, encore une fois, des apprentis, à les former à des métiers, la capacité à accompagner le tissu local, associatif par exemple, en lui permettant de se développer, en sponsorisant des clubs, tout cela ne se fait pas spontanément et naturellement, malheureusement. Le maire que je suis, et je l'assume et je le revendique, est très interventionniste. Quand un promoteur se présente face à moi, je liste les contraintes. Je liste les attendus du territoire et je leur rappelle leur rôle citoyen et l'impact qu'ils peuvent avoir sur le territoire selon qu'ils ont une politique vertueuse ou qu'ils considèrent que le seul enjeu pour eux, c'est de dégager de la valeur, de rémunérer l'actionnaire et d'oublier le territoire sitôt le bâtiment construit. C'est un exemple parmi d'autres, mais avec Nexity par exemple, on a su mener des actions de soutien aux associations locales et on a su également monter une action spécifique autour des jeunes demandeurs d'emploi avec une association, une structure de l'ESS, la Cravate Solidaire, qui équipe, qui habille des jeunes gens pour leur permettre de se présenter à l'entretien en étant convenablement équipés pour correspondre au code de l'employeur. Merci. Quentin Brière, vous, évidemment, on a des problématiques qui sont finalement assez, qui pourraient se rapprocher de celles de Trappes, alors qu'on est dans un territoire beaucoup plus rural, puisque la première métropole proche de Saint-Dizier, elle est à 1h30, c'est Nancy, Metz ou Reims. Comment, du côté de Saint-Dizier, aujourd'hui, une ville qui a illustré les difficultés de et très particulièrement touchée par la désindustrialisation, vous agissez, vous avez engagé votre ville dans une démarche de partenariat public-privé, en estimant aussi que l'argent public peut et doit débloquer l'initiative privée. Merci beaucoup et je voudrais remercier les organisateurs de cette invitation. Merci Mathias également. Saint-Dizier, vous l'avez dit, donc c'est dans l'est de la France. J'aime bien poser cette question en général, c'est ce qu'il y en a un qui a googlisé le truc. Qui sait où est Saint-Dizier? Non, mais vous êtes trop sage. Bravo. Et quand on pose la question à côté de quelle grande ville Saint-Dizier se trouve, en général, il n'y en a pas. Les grandes villes sont toutes à 1h30 de notre ville à nous, Saint-Dizier. Saint-Dizier, quand même, pour en dire un mot, c'est l'artisan, la ville qui a fait le grand mobilier urbain parisien, ce mobilier urbain qui a marqué l'imaginaire mondial sur Paris. Vous savez, les fontaines Wallace, les entrées de métro Guimard, les candélabres des Champs-Élysées, tout ce qu'on aime voir dans Paris, bref, Paris vitrine de Saint-Dizier, et on le dit comme ça modestement. Une fois qu'on s'est dit ça, pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je suis là pour représenter cette ville aujourd'hui? Saint-Dizier, c'est l'archétype de ces villes moyennes qui a tout pris dans la gueule. On est passé de 19 000 à 40 000 habitants grâce à la belle époque parisienne, au moment de l'industrialisation et des fonderies. Et aujourd'hui, on est passé de 40 000 à 24 000 en 30 ans. Ça, c'est une saignée démographique. Et puis, on n'a pas le TGV, on n'a pas l'autoroute, enfin bref, on n'a que dalle. Et on a l'impression d'être dans un trou au milieu de nulle part. Comment on peut changer la donne pour une ville archétypale d'une centaine de villes moyennes qui nous ressemblent? C'était la question qui était la nôtre avec notre équipe au moment où on est arrivé. Et finalement, il y a une méthode qui a été employée pendant 30 ou 40 ans pour toutes ces villes. Cette méthode, c'est la méthode de l'argent public. Donc il faut la continuer, hein. Je veux dire, on aime l'argent, et on aime l'argent public, bien sûr, mais on voit bien que c'est insuffisant.
Parce que quand on est enclavé, quand on est désindustrialisé, quand on a connu une saignée démographique, ça donne quoi? Ça donne les gilets jaunes, ça donne bien avant tout le monde un vote RN extrêmement fort et donc un sentiment de déclassement très puissant. Et cet argent public n'a pas suffi à enrayer ça. Donc comment on fait? Et ça, la question, c'est il faut se doter d'une nouvelle méthode. Cette nouvelle méthode, elle consiste à dire, c'est des mots qu'on emploie beaucoup ici, c'est pour ça que j'aime être présent, c'est qu'il faut générer des alliances nouvelles avec des grands groupes, publics ou privés, mais d'envergure nationale. Des grandes entreprises. Des entreprises, quand je dis grandes entreprises, ce n'est pas forcément des boîtes qui sont importantes par leur envergure, mais simplement des entreprises qui ont plutôt eu tendance à travailler dans les grandes villes. En leur disant, si vous venez pas vous occuper de ces territoires, mais jamais ils pourront se relever. Et les grands clivages dans lesquels on se trouve aujourd'hui politiquement ne pourront être diminués que si vous vous y engagez. Donc le sujet est là. Générons des alliances avec des boîtes. Venez montrer votre capacité à relever des villes comme les nôtres. Donc à Saint-Dizier, on a un foncier qui fait à peu près 40 000 m² en hypercentre, ce qui est gros pour notre ville, puis plein de bâtiments dont on est propriétaire et qui attend que l'action du privé, si vous voulez, pour être transformé. Et ce foncier-là, on a dit on va en faire un bac à sable. On va en faire un territoire d'innovation et d'expérimentation. Et on a été chercher comme ça plus d'une centaine d'entreprises pour qu'elles viennent tester des choses chez nous, face à certains sujets un peu compliqués. On peut en prendre un par exemple. Vous avez cité la RMN Grand Palais. Les villes comme les nôtres, finalement, on aimerait bien qu'il y ait un peu plus d'habitants qui viennent y vivre. Mais aussi, quand vous écoutez le moindre sondage qui interroge les Français sur où voudriez-vous vivre si on vous en donnait la possibilité, les 75% des Français disent « Moi, j'aimerais aller vivre dans une ville moyenne ou une petite ville. » Mais pourquoi tu n'y vas pas? Mais finalement, les Français, ils n'y vont pas parce qu'ils n'y trouvent pas suffisamment d'offres culturelles, d'offres sportives, d'offres de services publics, de commerce. Bref, on aimerait faire de ces villes des petites villes qui ont tout d'une grande. Et pour ça, l'action culturelle est très puissante. Et donc, en discutant avec des grands groupes, avec des grands acteurs nationaux, on a rencontré la RMN Grand Palais. Et le Grand Palais parisien, mais c'est magique, c'est un de nos bijoux français. Eh bien, ils ont eu cette idée d'ouvrir dans une de nos friches un équipement qu'on a appelé Muse et qui a consisté à dire on va redimensionner un équipement, le Grand Palais immersif, en plus petit pour qu'il puisse se déployer dans des villes comme les nôtres. Et désormais, eh bien, on a des dizaines de milliers de visiteurs qui viennent profiter de ces grandes expositions qui se font dans les grandes villes, chez nous, à Saint-Dizier. On a d'autres initiatives qui sont plus privées, notamment avec un chef étoilé qui va nous aider à ouvrir un restaurant au cœur de notre ville, avec aussi des groupes autour de l'hôtellerie, de la restauration, mais on pourra y venir. Et puis je crois que tout à l'heure, on parlera de foncier. Enfin bref, cessons de jouer uniquement le public dans un sens d'un côté et le privé de l'autre. Il faut qu'on se parle. Et si notre ville peut être un terrain de jeu pour un maximum d'actions qui sont duplicables, alors on aura réussi. Merci Quentin. Luc Bélière, Montargis, ça ressemble un peu à Saint-Dizier. Je m'appelle Quentin, je viens de puisque vous êtes dans une commune juste à côté de Montargis, à 1h15, je crois, d'Orléans à peu près, qui attire un peu toute l'économie. Vous avez pris de multiples initiatives pour la mise en collaboration des entreprises, justement pour développer d'abord au sein de vos propres structures, puisque vous avez partagé, je l'ai dit, l'actionnariat avec vos salariés, et ensuite pour embarquer les collectivités dans une dynamique de développement et de création de valeur qui puisse finalement financer et développer l'emploi. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu tout ça? Oui, merci beaucoup. Alors, je comptais vous dire qu'en 2000, je suis arrivé dans un territoire que j'estimais un peu sinistré. Bon, après la démonstration de Saint-Dizier, je me rends compte de la chance que j'ai eue d'arriver à Montargis. Attends, j'ai raté mon truc. On n'est pas si catastrophique. Mais c'était le bassin, c'était le plus fort taux d'emploi industriel de la région Centre-Val de Loire, donc qui a subi la désindustrialisation de plein fouet. Hein. La grosse usine, le gros industriel, c'est Hutchinson, qui appartient aujourd'hui au groupe Total. Je n'ai pas connu, mais il y avait plus de 5000 employés. Aujourd'hui, ils sont un peu moins de 1500. Et on voit l'impact que ça a sur le territoire. Et y compris dans l'économie, c'était une économie de sous-traitance, de gros donneurs d'ordre, et donc de non-diffusion. Donc en arrivant dans ce territoire, moi je suis membre du CJD depuis Centre des jeunes dirigeants. Vous voyez, ça peut vous paraître incohérent, mais il paraît que c'est dans l'état d'esprit avant tout. Et j'en suis membre depuis 25 ans, justement parce que je pense que c'est un mouvement de précurseurs et c'est ça qui m'intéresse.
Et je suis arrivé au moment du lancement de la performance globale, donc j'étais une des premières entreprises à me transformer, comme vous l'avez dit, donc avec le partage du capital jusqu'à donner la majorité du capital aux salariés. Donc c'est vraiment un autre modèle de scope, mais c'est un mouvement de coopération. Et la prise de conscience que sur ce territoire, il fallait agir, il fallait s'en saisir, parce que je dis souvent, il faut arrêter de se plaindre des conséquences et de refuser d'agir sur les causes. Donc quand on a du mal à recruter, il faut s'impliquer dans le monde de l'éducation. Quand on a du mal avec les réseaux de transport, eh bien, il faut s'impliquer dans la définition du schéma de transport. Et, voilà. Et donc, rapidement, on m'a proposé de présider le conseil de développement de l'agglomération. Il y a tout un travail qui a été fait entre associations, entreprises et collectivités à ce moment-là, qui a commencé à naître. Le besoin d'avoir un espace aussi de création d'entreprises, ce qu'on n'arrivait pas à faire, puisque effectivement, vous le disiez, Orléans, qui est quand même à 75 km, mais qui est notre préfecture, traverser la forêt d'Orléans pour les Orléanais, c'est juste pas possible. Je crois qu'ils ont peur du loup. Donc faire venir une antenne de l'université, on a essayé, ça a vivoté pendant quelques années, et puis ça c'est mort. On devait avoir effectivement un incubateur. Et donc, avec mes collaborateurs associés, on a décidé de réaménager nos locaux, on a créé un incubateur dedans. Et on a vu que ce modèle coopératif, on partageait nos moyens et nos compétences en interne, et on les partageait aussi avec des créateurs d'entreprises. Et on est très fiers d'avoir participé à petite échelle, parce que c'est une entreprise tous les 2 ans qui grossit chez nous et qui va ailleurs après. Mais voilà, c'est déjà ça. Et sans financement public. Uniquement sur nos fonds propres, voilà. Et puis, de là, on s'est dit, il faut diffuser tous ces moyens, c'est-à-dire tout ce qui a été développé au sein du CJD avec la performance globale. C'est pas accessible à tout le monde, il faut vraiment diffuser. Et on a décidé de créer une association qui s'appelle PERC3C, et donc sa vocation, c'est dans le titre, c'est pour l'engagement et la responsabilité sociétale des entreprises, l'économie circulaire coopérative et collaborative. L'idée, là, c'est vraiment de mettre en coopération les entreprises, qu'elles n'agissent pas chacune dans leur coin, qu'elles aillent vers plus de sobriété, plus d'évidence, peut-être moins de chiffre d'affaires parfois, mais peut-être plus de rentabilité. Ça fait 20 ans que je fais des conférences, et ça fait 20 ans que je dis aux gens, regardez votre compte de résultat, regardez l'impact sur votre compte de résultat d'une augmentation du carburant ou de l'eau de 10% par an. Et vous voyez que ces dernières années, on était en plein dedans. C'est même ces dernières années, on a été beaucoup plus loin. C'est l'accès à la ressource en eau qui était le danger. C'est-à-dire que les entreprises auraient été peut-être capables de payer 2-3 fois plus cher pour pouvoir avoir de l'eau pour continuer de produire. Voilà. Et puis on a lancé des actions d'écologie industrielle territoriale, des choses autour des équipements électroniques. On a travaillé avec les structures d'insertion. On a pas mal de projets, ce qui nous a amené à créer ce pôle territorial de coopération économique, labellisé par le ministère, qui est finalement le seul système pour financer l'ingénierie d'alliance. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a de quoi financer des projets. Donc une structure répond à un appel à projet, finance son projet, c'est bien. Mais ce travail de lever des freins à la coopération, ce travail sur les territoires, de dire comment est-ce qu'on fait pour que les collectivités, les entreprises, les associations arrivent à se comprendre, parce que souvent elles ne parlent pas le même langage, et qu'il y a toujours un petit détail, un petit caillou qui fait que l'engrenage, non, on ne peut pas parce que, Et donc cette levée des freins, il n'y a rien qui le finance. Donc le PTCE, c'est à peu près le seul financement public pour amorcer ça. Et on a développé 10 projets, dont certains, par exemple, l'accès à l'emploi de femmes invisibles dans les quartiers, dans lequel tout le monde a coopéré, les collectivités, le transport urbain, enfin vraiment l'habitat social, et on était multiprimés au niveau national sur ce projet. Ça nous a vraiment développé, et on en arrive à un système où on se dit, on ne peut pas demander aux collectivités non plus de tout financer, puisqu'on veut aussi agir sur les causes, et donc on est en train de créer une fondation de territoire, et qui va nous permettre d'avoir un modèle économique mixte et fiable sur le long terme. Alors, on travaille en accord avec aussi le PTCE des Mureaux, qui fait à peu près la même démarche que nous. Et voilà. Et je pense que ce triptyque, association d'entreprises, PTCE,
passage à l'acte, en fait, et financement par une fondation, est un triptyque d'avenir pour les territoires. Mathias, votre regard, vous aussi, vous plaidez pour cette responsabilité partagée et ces initiatives conjointes. Les entreprises ont besoin de faire de leur métier, mais aussi de pouvoir s'appuyer sur des tiers de confiance. Oui, donc on doit parler aujourd'hui entreprises et territoires pour ce nouvel alignement. Et le rôle des entreprises, justement dans un monde en crise, il est essentiel sur les territoires pour la cohésion. Et pourquoi les entreprises et pourquoi les territoires? Les entreprises, c'est le lieu aujourd'hui, un des seuls en tout cas, qui apporte tout un chacun et de la stabilité, parce que l'entreprise va vouloir pouvoir prospérer, chercher à se développer dans un monde un peu stable, donc ça va être un élément de stabilité, et par ailleurs, ça va fournir à tout un chacun, à ses collaborateurs, à ses collaboratrices, du sens au quotidien dans ce qu'ils font, et donc un rôle aussi dans la société, un statut. Donc le rôle de l'entreprise, il est primordial, et pourquoi sur le territoire? Parce que les territoires, c'est vraiment aujourd'hui le dernier lieu où on arrivera peut-être à recréer un peu de compromis, de cohésion, parce qu'on voit bien que la société est fracturée. On a vu il y a quelques semaines les lignes de fracture électorales qui étaient à peu près similaires aux lignes de fracture territoriales. Et donc là-dessus, il y a un travail à faire sur le sujet local, sur le sujet territorial. Et de quel territoire on parle aussi, parce que le vécu en QPV ou en cœur de métropole n'est pas le même, le vécu en ville moyenne ou en ruralité n'est pas le même, et c'est un des boulots qu'on fait aujourd'hui avec le MIF sur ce sujet. Et aussi la limite avec le politique, parce que le territoire, je dirais, administratif sur lequel on a des élus, c'est pas forcément le territoire vécu aussi au quotidien par tout un chacun. C'est même, comme tu le dis, pas du tout. On a, je crois que c'est Marilyn Filippi qui parle de construit social finalement pour le territoire. C'est-à-dire ça va être un territoire naturel, un territoire culturel, un territoire économique qui a sur des frontières qui sont différentes du territoire administratif. Et donc, là-dessus, la notion qui est émergente et sur laquelle beaucoup de personnes commencent à bosser, je sais qu'il y en a dans la salle, c'est le sujet de la responsabilité territoriale des entreprises, qui est un sujet qui est beaucoup plus développé et qui n'est pas une sous-catégorie de la responsabilité sociale des entreprises, de la fameuse RSE. Parce que pourquoi? La RTE, donc la responsabilité territoriale, elle a deux caractéristiques assez différentes. C'est que, elle se fait en collectif, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va devoir être développé avec les écosystèmes, avec les parties prenantes, avec les élus, avec les associations, avec les habitants des quartiers concernés, et pas simplement une démarche de l'entreprise elle-même. Donc de la collectivité, et surtout, ça doit répondre à un besoin réel, et ce n'est pas une démarche qui part de l'entreprise et qui va dire « tiens, je vais animer telle ou telle demande ». Non, je vais aller discuter sur le terrain pour comprendre quels sont les besoins du territoire et essayer de voir comment est-ce que mon entreprise, avec d'autres collectifs, peuvent y répondre. Et je sais qu'on va vite, donc je vais terminer une dernière chose. Je pense qu'il y a besoin aussi d'un autre sujet qui est celui de l'expérimentation. Parce qu'il n'y a pas sur ces sujets locaux de politiques qui sont sur l'étagère, qui sont prêtes à être développées et à être prises. Il faut qu'on ait le droit, dans la relation entre l'entreprise et les territoires, à expérimenter des choses, éventuellement de se tromper aussi, mais c'est avec les résultats un peu en fin d'expérimentation qu'on va voir si les choses fonctionnent ou ne fonctionnent pas et si elles peuvent être développées. Et je n'aurai pas le temps, mais on se parlera en privé après. J'expliquerai aussi effectivement dans mon domaine qui m'anime tous les jours, le sujet de l'immobilier. Il y a effectivement énormément de choses à faire avec les territoires et pas simplement pondre un projet immobilier et partir en courant. La connexion entre les acteurs, Laure, c'est votre action autour de 1 km à pied, hein, où vous optimisez et réaffectez les salariés dans les unités d'une zone géographique pour une entreprise. Vous conseillez les entreprises avec votre logiciel.
vous avez observé aussi cette difficulté parfois de lien et de connexion. C'est ça, bonjour à tous. Quand on voit entreprise et territoire pour un nouvel alignement, moi je vois géographie. Et en fait, l'entreprise offre de l'activité, donc du pouvoir d'achat à ses salariés. Le territoire pourrait offrir les salariés, les habitants qui travailleraient dans ces entreprises. Malheureusement, ça ne matche pas toujours, vous l'avez dit, sur Trappes. Aujourd'hui, moi j'aime beaucoup les chiffres. Le trajet domicile-travail moyen des Français, c'est 13,3 km à l'aller. Sauf que dans les années 60, c'était 3 km à l'aller. Les Français ne se sont jamais autant déplacés. Si bien qu'aujourd'hui, je regarde mon chiffre de l'INSEE, c'est 64% des actifs français en emploi qui travaillent dans une autre commune que celle sur laquelle ils vivent. Et donc, aujourd'hui, c'est ça le souci. La distance génère donc des longs trajets pas faisables ni à pied ni à vélo. Et c'est pour ça que la majorité des Français, 75%, sont donc en voiture. Sauf que maintenant, on a une triple crise climatique, énergétique, sociale, même je rajouterais 4 économiques, qui fait qu'on ne peut plus, accepter ou maintenir ce système-là qui fait qu'on va travailler dans une autre ville en faisant 15 km en voiture en moyenne. Et donc comment est-ce qu'on fait pour changer cet état de fait? Heureusement, ça n'est pas une fatalité. Les entreprises ont ce qui s'appelle, doivent faire de la GEPP. Je ne sais pas si ça parle à certains. La gestion des emplois et je ne sais plus, prévisionnels, voilà. Ouais, alors avant c'était GPEC, maintenant c'est PP, je ne sais plus. Bon. Bref, ils doivent anticiper, faire en sorte que leur équipe corresponde aux attentes de l'emploi, donc à 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et donc, en fait, cette GEPP, aujourd'hui, s'intéresse uniquement aux compétences et à faire en sorte de former les gens. Mais elle ne s'intéresse pas, comme tu le disais, à qu'est-ce que ça change dans le bilan si l'eau, l'électricité augmente. Mais il faudrait leur poser aussi la question, c'est qu'est-ce que ça change si l'essence augmente et que les salariés ne peuvent plus venir. Et donc, dans la GEPP, il faut absolument s'occuper de ça et que les entreprises réalisent qu'elles devraient avoir un bassin de recrutement. Aujourd'hui, ça s'est élargi avec la voiture, mais si on raisonne dans un monde où il faut que chaque humain sur Terre pèse 2 tonnes, vous l'avez tous en tête celui-là, figurez-vous que le trajet domicile-travail, moi je fais notamment des plans de mobilité employeur, au quotidien pour tout type d'employeur, eh bien le trajet domicile-travail de leurs salariés, en moyenne, dépasse déjà 1 tonne, rien que pour le trajet domicile-travail en voiture. Donc ils ne sont pas du tout alignés pour que leurs salariés puissent tenir dans 2 tonnes. Donc, si on imagine un monde, et c'est pour ça que j'ai nommé ma structure 1 km à pied, où il faudrait que chaque humain sur Terre puisse aller travailler à 1 km à pied de chez soi parce que c'est décarboné et que c'est bon pour la santé, comment est-ce qu'on passe de 15 km en voiture à 1 km à pied? Donc, il n'y a pas de fatalité. Il y a les méthodes d'urbanisme, de repenser l'habitat, etc. Ça peut être un petit peu long. Moi, je suis partie sur autre chose. Je suis partie sur réaffecter les salariés plus près de chez eux. Figurez-vous que la moitié des actifs français travaillent pour des employeurs multisites, sont plutôt des employés de terrain, et donc travaillent, j'ai des clients comme Lidl, Auchan, Carrefour, SNCF, La Poste. On calcule tout leur trajet domicile-travail et on identifie tous ceux qui pourraient faire le même job, mais en étant mutés plus près de chez eux, comme dans ton exemple, l'agent de sécurité qui vit à Trappes, qui fait une mission, qui va tous les jours à Paris, et inversement, quelqu'un à Paris qui va faire tous les jours une mission à Trappes. Eh bien, nous, on va identifier que justement, ils peuvent permuter, ou à chaque fois qu'un poste se libère, qu'on priorise les gens en local pour leur donner cette chance de travailler près de chez eux, au fil de l'eau, au fil du turnover. Donc ça aura déjà un impact sur la réaffectation, la remise en logique géographique. Et puis après, il y a d'autres idées que peuvent mener les territoires de communication, on en parlait tout à l'heure, pour faire en sorte que les territoires, pour moi, puissent être encore plus partenaires de l'emploi qu'ils ne le sont aujourd'hui, puisque les entreprises, finalement, dès qu'elles ont besoin de recruter, pensent France Travail, Indeed, et ne vont pas du tout, encore, il n'y a pas le réflexe d'aller toquer à la porte des maires pour dire « j'ai besoin de telles compétences ». Voulez-vous bien diffuser ça à tous vos habitants? Pas que ceux qui sont au chômage, ceux qui sont en emploi. Parce que ceux qui sont en emploi, ils ne vont pas sur les sites d'emploi. Ils ont besoin qu'on leur donne l'info, que ça recrute près de chez eux pour qu'ils quittent leur emploi et qu'ils en prennent un sur Trappes. Petit chiffre, j'adore les chiffres, 69% des Français sont prêts justement à quitter leur job pour en trouver un plus près de chez eux. Merci Laure. Je vous invite à... On peut, bien sûr.
Je vous invite à passer au sujet, ou en tout cas au chapitre suivant sur l'aménagement du territoire. C'est en prolongation à ce que vous venez de nous expliquer. Et la nouvelle gestion du foncier. Aujourd'hui, on a une loi qui a évolué. On est le réchauffement climatique. Il y a plein d'enjeux. Quentin, sur ce sujet, vous avez lancé une initiative assez innovante avec le Grand Paris et Aubervilliers, justement pour réimplanter, gérer le foncier et réimplanter des logements, ce qui n'était plus arrivé de chez vous depuis une trentaine d'années, des nouveaux logements. Oui, merci. Le sujet à Saint-Dizier, c'est que le foncier est tellement peu cher, enfin l'immobilier est tellement peu cher qu'il n'y a pas de promoteur immobilier qui trouve un intérêt à venir construire du logement neuf, libre. On a du logement social qui se fait, on est à 43% de logements sociaux, mais on n'a pas de logement libre. Et donc le grand sujet, c'est comment on fait pour intéresser un promoteur à venir profiter, entre guillemets, d'un foncier chez nous, et nous à pouvoir bénéficier de logements libres neufs. Eh bien, on a réfléchi dans le cadre de cette démarche-là d'alliance avec Grand Paris Aménagement. Et c'est Stéphane Defaille, directeur général, qui dit, mais au fond, on pourrait tenter quelque chose. On va faire une alliance foncière, on prend un terrain chez toi, et on le lie dans une sorte de portefeuille de terrain, avec un terrain qui serait en Île-de-France, qui lui est forcément avec une valeur beaucoup plus intéressante, et on le proposera dans un appel à projet commun à un promoteur. Ainsi, le promoteur qui viendrait prendre son risque en construisant à Saint-Dizier, eh bien, serait en quelque sorte récompensé en ayant dans le même temps un droit à construire dans une ville d'Île-de-France. Si ça marche, et qu'on arrive à le dupliquer, c'est game changer pour toutes les villes qui nous ressemblent, pour au moins 20 millions de Français. Parce que chez nous, si ce besoin n'est pas résolu, forcément, tu peux trouver un travail avec une mobilité aussi faible que possible en voulant vivre à Saint-Dizier, mais si tu n'as pas de logement, tu ne viens pas. Donc l'enjeu est là. Nous avons lancé avec la ville d'Aubervilliers, sous la houlette de Grand Paris Aménagement, un appel à projet qui a été lancé là pendant l'été et que nous allons découvrir à la rentrée pour que des promoteurs construisent des opérations qui sont assez faibles. On parle de 40 logements chez nous, 40 à 50, et 80 logements à Aubervilliers, ce qui permettrait de faire émerger chez nous un marché du logement neuf qui permette de répondre à nos besoins. Merci. Mathias, de votre côté, finalement, vous avez, avec le MIF, vous avez fait une étude, vous êtes en train de travailler sur les territoires et cette partie de la question de la zone du zéro artificiellement net, qui est un vrai sujet aujourd'hui dans certaines zones, mais qui ne se vit pas de la même manière partout, en fait. Oui, alors déjà, on va beaucoup parler de ça, du ZAN. Donc le ZAN, c'est le zéro artificialisation nette, pour celles et ceux qui ne le savent pas. Donc c'est l'objectif d'arrêter d'artificialiser des terres agricoles au bénéfice de construction. Donc oui, dans le Tour de France qu'on est en train de mener actuellement auprès des entreprises, c'est dans le top 2 ou dans le top 3 des problématiques de tous les entrepreneurs, c'est les sujets de foncier, c'est les sujets de logement. Pourquoi ? Parce que tant pour leurs salariés qui ont du mal à trouver des logements, tant pour l'entreprise elle-même, de trouver des locaux dans les bonnes zones, dans les zones centrales, le sujet du foncier, il est central. Et en même temps, le ZAN, c'est effectivement un objectif environnemental central. Et donc se dire qu'on va arrêter de construire tout et n'importe quoi, alors qu'en même temps, aujourd'hui, il y a 3,5 millions de logements vacants, il y a 10 millions de mètres carrés de bureaux vacants en France, et il y a 11 000 friches en France sur l'ensemble du territoire, ça paraît assez cohérent. Mais du coup, ça interroge l'intelligence et des entreprises et des collectivités pour savoir comment est-ce qu'on apporte des solutions concrètes à cette problématique. Et là-dessus, effectivement, dans le travail, je vais très vite, on a quatre axes de travail. Donc bien évidemment, tout ce qui est sujet de réhabilitation, j'en parlais, les friches, et donner la priorité, ça Quentin le fait très bien, à la réhabilitation des friches et trouver les mécanismes au travers du fonds friche, etc., pour apporter des solutions sur ces actifs. Deuxièmement, c'est aussi des sujets d'innovation, parce qu'on peut trouver des nouveaux modèles économiques sur les friches et sur comment les développer. Troisièmement, de la coordination et de la coopération entre les villes et les entreprises. Et enfin, ça interroge aussi les entreprises en elles-mêmes dans leur efficacité, parce que c'est en demandant moins de mètres carrés, en étant plus efficace sur la gestion de ses déchets, sur la gestion de ses stocks, etc., qu'on arrivera aussi à être beaucoup plus pertinent au regard des problématiques du ZAN. Merci, bravo pour la synthèse. Justement, monsieur
Ali Rabeh, à Trappes, vous avez, vous aussi, eu des actions, notamment en termes de reprise et de préemption de friches ou de bâtiments pour permettre à certains entrepreneurs locaux de pouvoir accéder à des surfaces pour grandir sans être soumis à la loi du marché et à des prix qu'ils ne sont pas capables de payer dans le cadre de leur développement. Alors oui, en effet, c'est un enjeu majeur. Déjà je vais d'abord aborder la question des commerces dans une ville comme Trappes, qui est en dispositif Action Cœur de Ville, de redynamisation de son centre-ville, notamment commercial. On a des problématiques d'absence de diversité commerciale. Et laisser faire pour le coup la main du marché librement, c'est ce que l'on constate depuis une quinzaine d'années, aboutir à une multiplication de restaurants rapides, de grecs, de coiffeurs, etc. et une population qui se plaint de ne pas avoir une offre commerciale adaptée à ses besoins. Donc, là encore, je le disais tout à l'heure, plutôt de municipalité interventionniste. La règle depuis 4 ans dorénavant, c'est que chaque cession de fonds de commerce ou chaque cession de bâti donne lieu à une étude approfondie et à une préemption quasi systématique, notamment sur les fonds, quand ça ne correspond pas à un cœur de cible de la municipalité, pour que la ville puisse maîtriser et les murs et le fonds de commerce et choisir des opérateurs commerciaux qui correspondent aux besoins de la population. Nous sommes en train de constituer une foncière commerciale. Pour l'instant, on utilisait l'outil de préemption directe de la municipalité. Nous constituons une foncière commerciale qui a vocation à associer des acteurs privés du territoire, donc des banques traditionnellement, mais pas que, des entreprises qui peuvent être concernées par la maîtrise du foncier commercial, notamment au centre-ville, et qui pourront s'associer à nous pour démultiplier nos capacités à intervenir sur ce foncier. En dehors des commerces, et c'est très important dans une ville comme Trappes, on a la chance d'avoir une pépinière d'entreprise et un petit village d'entreprise, mais rapidement, les pépins, les villageois ont besoin de grossir, notamment quand leur activité se développe et qu'ils ont besoin d'industrialiser leur process et accéder dans un territoire comme le nôtre, qui est un vrai poumon économique où le prix au mètre carré est relativement élevé, accéder à 1000 mètres carrés de foncier pour faire une première chaîne de production, c'est très compliqué. On a l'exemple d'une entreprise très innovante, une ESUS, une entreprise solidaire d'utilité sociale, qui s'appelle Recnorec, et qui fait du recyclage de plastique non recyclable. Donc c'est vraiment une petite niche qui n'a été exploitée par personne et avec un impact environnemental maximum, puisqu'ils nous permettent d'aller lutter contre ces 10% de plastique non recyclable en produisant un matériau similaire au bois, qui est usinable comme le bois, comme le mélaminé que vous achetez à Leroy Merlin ou à Castorama. Mais cette entreprise, qui est jeune entreprise innovante, reconnue comme telle, ne peut pas produire et développer son outil de production. Elle est passée du stade de la préfiguration de son modèle économique, la recherche de prospects, etc. Aujourd'hui, elle est au stade de l'industrialisation. Elle ne peut pas le faire avec le prix du mètre carré dans la zone d'activité de Trappes et Lancourt. Ce que nous faisons, de façon on fait du sur-mesure là, mais il faut créer des outils qui permettent de dupliquer et de multiplier à grande échelle ce type d'accompagnement, c'est que nous allons, avec le département des Yvelines, sourcer des terrains, acheter un terrain pour amortir le prix de loyer que nous ferons subir à l'entreprise, notamment dans les premières années de son développement. Nous pérennisons ainsi son modèle, nous lui permettons de se développer, de recruter, sans avoir à supporter à sa charge d'emblée un prix de loyer de marché qui est tout à fait insupportable pour une entreprise en croissance. Ça a été le cas d'un autre opérateur que vous devez bien connaître ici, et je conclus par lui, l'entreprise Envie, la fédération Envie que tout le monde connaît. Elle s'est implantée à Trappes il y a 10 ans, elle a recruté, notamment des personnes en insertion, des encadrants, et elle a failli disparaître du territoire à cause d'un prix de loyer anormalement élevé. C'est l'intervention de la foncière Belleville, une foncière de l'ESS, qui a permis d'acquérir le terrain, d'acheter le bâtiment et de le louer à un prix supportable par la structure Envie qui continue sa croissance, son développement et qui ne cesse de recruter sur le territoire des habitants de la ville de Trappes. Merci. Laura, vous également, vous avez vécu via vos contacts, et via vos activités, des situations d'échange et de relocalisation d'entreprises. Et justement, la mobilité fait qu'en étudiant les salariés et leur localisation, ça peut avoir un impact sur un déménagement d'une entreprise. Oui, très rapidement, on accompagne aussi les entreprises qui ont l'envie de déménager leur siège ou leurs opérations, puisqu'on calcule les trajets domicile-travail actuels, puis les trajets domicile-travail vers différentes adresses, et on les conseille là-dessus. Et c'est une vraie opportunité, à ce moment-là, de trouver justement une meilleure adéquation entre
la population qui va être capable de venir travailler dans cette entreprise, il faut se projeter à plusieurs décennies. Est-ce qu'ils pourront venir sans voiture? Est-ce qu'il y a bien des transports en commun? Est-ce que ça correspondra bien, surtout aux employés de terrain? Souvent, les décisions sont prises par rapport aux cadres. Est-ce que les cadres vont aimer aller sur ce lieu-là? Sauf que les cadres, ils sont beaucoup en télétravail, ils vont peut-être venir que 2 jours par semaine. Donc, prioriser peut-être les déménagements par rapport à l'adéquation pour les employés de terrain. Voilà. Merci. Monsieur Bellière, de votre côté, c'est plutôt vous avez travaillé sur une revalorisation de friches industrielles qui est pour vous un message toujours assez positif à la fois pour les entrepreneurs qui trouvent et pour les populations. Oui, exactement. Je vous disais que le bassin était très désindustrialisé, donc forcément a laissé quelques friches industrielles qui ont été vues par les communes parfois comme des réserves foncières, mais en fait le coût de démolition est parfois exorbitant. Et puis, alors, dans le travail d'écologie industrielle territoriale, on a développé, comme je vous l'ai dit, au sein du PTCE, beaucoup de projets, une association de réparation, recyclage de vélos, avec une ressourcerie, enfin, et donc des grands besoins de rassembler ces activités de réutilisation, reconditionnement et recyclage sur une friche. Donc là, après avoir travaillé le maire de la commune pendant plusieurs années, il est bien convaincu de l'intérêt du projet et on engage sur une grosse friche industrielle, un bâtiment assez énorme, et où on va rassembler toutes ces structures, toutes ces activités par contre de reconditionnement et de recyclage qui utilisent l'insertion d'ailleurs. Donc on est vraiment sur le thème de notre PTCE, circularité, inclusion et économie locale. Et c'est une valorisation pour le territoire. Et ça, c'est lié à l'engagement des entreprises. J'insiste beaucoup sur l'engagement des entreprises parce que j'entends souvent le terme RTE en ce moment. Et alors je vais citer Alexandra de WWF ce matin qui disait que la responsabilité c'est très bien, mais ça manque d'inspiration. Et moi je pense que sur un territoire, l'entreprise elle se doit d'aller au-delà de la responsabilité, qui est plutôt de répondre à un standard où on dit à un enfant sois responsable. Mais c'est pas très inspirant d'être responsable. Si on dit à un enfant engage-toi, c'est complètement différent. Et ben je crois pareil pour les entrepreneurs. Et ils ont besoin d'encouragement à s'engager. Trop souvent, je pense que les collectivités, dans le vieux monde du XXe siècle, disaient j'ai été élu, donc c'est de mon ressort, c'est moi qui dois savoir. Maintenant, je pense que les élus, ils doivent aussi aller voir les compétences là où elles sont, et les entrepreneurs ont un enjeu très important là-dedans. Vous tendez la perche pour la troisième partie et la responsabilité croisée des entreprises et des collectivités. Et finalement, on a l'idée aussi de développer un Local Business Act, mais également des critères qui favorisent l'implantation et le lien et les marchés pour les entreprises locales. Mathias, vous avez travaillé sur le sujet aussi avec Impact France et vous avez quelques propositions que vous allez aussi nous soumettre. Oui, d'où je parle à cet instant, c'est effectivement le travail qu'on fait avec Impact France sur les territoires, avec nos adhérents. Donc les territoires, on les a divisés en 4, les cœurs de métropole, les QPV, les villes moyennes et les ruralités. On a travaillé avec toutes les entreprises qui sont sur ces différentes typologies de territoires pour essayer de faire émerger des propositions qui permettent de développer des territoires beaucoup plus à impact. Et pardon, je prends ma liste pour être très très clair. On a 3 qui émergent dans les discussions qu'on a en cours. C'est le partage équitable de la valeur au niveau territorial, notamment avec un sujet de dividende sociétal. Donc proposer un modèle où chaque euro distribué aux actionnaires est accompagné d'un euro investi dans le bien-être des salariés et dans des initiatives locales. Tout ça avec pour objectif de redistribuer la richesse de manière beaucoup plus équilibrée. Donc la deuxième, le renforcement de la philanthropie territoriale, notamment avec des incitations fiscales innovantes. Donc introduire un mécanisme qui permet aux entreprises de défiscaliser jusqu'à 1% de leur CA lorsqu'elles investissent dans des projets d'intérêt général avec un impact local vérifié. Et enfin, le troisième, l'adoption d'un Local Business Act, qui effectivement le fait de permettre d'avoir des critères de proximité dans les marchés publics, qui est vraiment quelque chose qui manque absolument, afin de mettre en place un dispositif qui privilégie les entreprises qui produisent localement, qui ont un impact local beaucoup plus percutant, notamment au niveau de l'emploi, mais aussi au niveau environnemental.
Je répète, donc du coup, partage équitable, renforcement de la philanthropie territoriale et adoption d'un Local Business Act. Alors justement, on va juste avant de donner faire un tour d'horizon rapide avec nos invités, on voudrait vous faire réagir sur ces 3 propositions et vous faire voter à main levée rapidement. Est-ce que vous avez pour la première proposition, alors Mathieu nous rejoint et va prendre le relais. Je suis là, mais je n'ai pas les propositions sous les yeux. Alors, c'est parti. Qui vote pour partage équilibre de la valeur au niveau... On recommence. Qui vote pour partage équitable de la valeur au niveau territorial? On va faire à main levée. Peu de gens. Quelques-uns. OK. Deuxième proposition, renforcement de la philanthropie territoriale. Un peu plus de monde déjà. Et troisième proposition, adoption d'un Local Business Act. Bon, bah c'est parfait, on est sur un tiers, un tiers, un tiers. Voilà. Donc les 3. Ça ressemble un peu à d'autres. Un tiers, un tiers, un tiers, c'est un peu l'air du temps. Peut-être vous faire réagir rapidement en 1 minute, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, sur ces propositions et sur des initiatives qui existent. Monsieur Rabet, vous avez mis en place, un système d'audit dans votre commune pour favoriser et développer l'achat local. En 1 minute, ça va être... C'est un défi, c'est ça, j'ai 24 secondes. Alors, très vite, une municipalité avec 100 millions d'euros de budget à peu près, c'est le cas de la ville de Trappes, est un des grands acheteurs du territoire, un des grands acteurs économiques du territoire, et on achetait n'importe comment, pour dire les choses très directement. Donc on va mettre en place un schéma de l'achat socialement et écologiquement responsable sur plusieurs années qui va nous permettre, après un audit précis, dépense par dépense, de mesurer l'impact, le bilan carbone, l'impact social et environnemental, de réinterroger cette dépense, sa pertinence, sa raison d'être d'ailleurs, et de pouvoir l'orienter autant que faire se peut vers des acteurs du territoire qui embauchent localement, qui produisent localement et qui sont vertueux sur le plan environnemental. C'est possible, c'est faisable, déjà avec les outils du droit existants, que les collectivités connaissent très mal et que les acheteurs publics connaissent très mal. Et il y a un enjeu de sourcing des fournisseurs locaux, de biens et de services, et de mise en relation avec les acheteurs du territoire. En tant que vice-président à l'ESS sur l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, je porte tout un enjeu de sensibilisation des 12 communes du territoire, de leurs acheteurs publics, et on utilise la ville de Trappes comme modèle pour pouvoir avoir un impact sensible et mesurable dans les mois et les années qui viennent. On enchaîne avec Laura, rapidement. Je donne juste un exemple en 1 seconde. On a une cuisine centrale, on fournit les repas à la cantine. On achète aujourd'hui n'importe comment à l'autre bout de la France ou du monde d'ailleurs des denrées alimentaires. Juste en allotissant nos marchés, juste ça, et en imposant quelques critères comme le fait qu'on veut faire des visites pédagogiques chez le fournisseur avec les écoles de Trappes, on favorise les acteurs locaux parce que le type qui est à l'autre bout de la France ne peut pas nous permettre des visites pédagogiques quotidiennes. Voilà, comment on triche à Trappes. Merci. Moi, je ne suis pas dans l'immobilier, donc je ne connais pas le texte vraiment du Local Business Act, mais je recommande que vraiment la mobilité soit évidemment prise en son sein. Parce que moi, quand j'ai commencé mes études, on me parlait du village mondial grâce à Internet, tout était possible dans le monde entier, les distances n'existent plus. En réalité, là maintenant, avec la transition, au contraire, et j'ai lancé 1 km à pied pour ça, pour recréer des ambiances de villages résilients, pour faire face à un monde avec moins d'énergie, etc. Donc, pensons, avec tout ce qu'on fait, est-ce qu'on est en train de recréer un village résilient, capable de lutter contre tout ce qui va venir? Merci, Laura. Luc? Alors, je suis aussi chercheur associé sur un laboratoire sur les partenariats et président de l'Observatoire des partenariats en France. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un changement d'un métier qui est le développeur économique, local, etc., où historiquement, il jouait sur la concurrence entre territoires pour faire venir des entreprises ailleurs. Et je pense qu'il faut vraiment intégrer dans les agences de développement, dans les collectivités, le fait que le métier change et que le travail, c'est de tisser du lien localement, que c'est de faire de la coopération et que c'est un vrai enjeu de changement de mindset. C'est vraiment, je pense même, peut-être la première chose à agir et qui n'est pas très coûteuse, c'est former nos développeurs locaux à la coopération. Enfin, merci. Quentin Brière, du côté de Saint-Dizier, avec notamment aussi de faire venir les initiatives et pour alimenter le tissu local. Alors, non, mais moi j'adore les idées de Mathias, donc je suis chaud. On fait un Local Business Act à Saint-Dizier, d'emblée.
Et ce qu'on constate cependant, c'est qu'il va falloir contourner quand même certaines règles. Et on le voit bien quand Ali dit, mais il faut tricher. Mais c'est ça qui est dingue. Jean-Louis Borloo utiliserait une expression, c'est « il y a des petits hommes en gris qui sont venus et qui ont fait une réglementation qui a rendu impossible un truc bien ». Il a tellement raison. Aujourd'hui, si on veut pouvoir prendre des entreprises du coin, franchement, elles ont intérêt à être bonnes. Il faut qu'on les aide. Donc c'est ça qu'on fait, parce qu'il n'y a pas d'obligation, enfin de possibilité réglementaire aujourd'hui de les favoriser. Et ça, pour moi, c'est un péché. C'est pas bien. Donc il faut qu'on revienne là-dessus. C'est péché. Et si on y arrive, ce serait une très très grande force. Ce qu'on a fait, nous, et qui pourrait servir de base pour ça, c'est une charte d'engagement territorial. À Saint-Dizier, les grandes entreprises du territoire, il y en a déjà une quarantaine qui ont signé, on les invite à venir et à dire, il n'y a pas que mon chiffre d'affaires qui m'intéresse, mais il y a aussi le développement du territoire. À la fois pour des questions de formation, parce qu'on a d'énormes problèmes là-dessus, mais aussi sur les questions environnementales, sur les questions de mobilité, sur les questions d'emploi local, sur les questions de prise de stagiaires et autres. Et finalement, ces boîtes, en les mettant un peu ensemble, parce que nous, on sert de tiers de confiance, on arrive à faire émerger des choses. Et je te promets, on fera un super local business act à Saint-Dizier. Merci. Merci à tous. On va conclure sur ces mots. On espère que ces échanges ont été fructueux, qu'ils vous ont inspiré et rien n'interdit de les reproduire chez vous, dans vos territoires et auprès de vos entreprises. Merci à tous. Merci beaucoup Sébastien Georges, Quentin Brière, Ali Rabet, Luc Bellière, Mathias Navarro et Laure Wagner d'avoir accepté notre invitation.